Bonjour, mon nom c'est Marie-Hélène Courtade, je suis guide accompagnatrice chez Groupe Voyage Québec et il me fait plaisir de vous présenter le programme Tournée des Maritimes que vous pourrez suivre également sur notre brochure aux pages 18-19. Le programme Tournée des Maritimes vous propose donc la tournée, bien sûr, des 3 provinces maritimes que sont le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. C'est un programme qui s'échelonne sur 8 nuits, 9 jours. Donc, on passe 3 nuits au Nouveau-Brunswick, une à l'aller à Fredericton, 2 au retour à Moncton et à Bathurst. Ensuite, on passe 4 nuits en Nouvelle-Écosse, dont 2 nuits à Halifax, 2 nuits à Sydney. Toujours intéressant d'avoir dans des programmes comme ça 2 nuits consécutives au même endroit pour avoir le temps de poser un peu nos valises et puis de profiter pleinement de ces destinations. Et finalement, une nuit sur l'île du Prince-Édouard à Charlottetown, la capitale. Le programme inclut le transport en autocar, bien sûr. Je porte votre attention sur le petit logo que vous pouvez voir dans notre brochure. Lorsque vous avez ce logo avec l'autocar avec une étoile, c'est qu'il s'agit de l'autocar exclusif. C'est un autocar grand luxe qui comporte 48 sièges au lieu de 56, donc plus d'espace pour les jambes, les sièges en cuir, des systèmes audio indépendants, le Wi-Fi inclus pour tous les programmes en Amérique du Nord. Bref, du grand confort, très agréable là, pour des programmes qui incluent bien sûr plus de trajets en autocar. Donc, sinon, le forfait inclut aussi les 22 repas. Donc, les seuls repas qui sont à prévoir, ce sont un dîner le jour 2 à Fredericton, 2 soupers le jour 3 à Halifax et le jour 6 à Charlottetown. C'est toujours le fun d'avoir quelques repas libres pour y aller, se laisser inspirer un petit peu par nos goûts puis par l'ambiance du moment. Sinon, vous avez également dans le programme les services de guides locaux. En fait, dans les 3 capitales, Fredericton, Halifax et Charlottetown, nous aurons des guides, des visites guidées de ces villes par des gens de la place. Donc, ça nous permet d'en apprendre davantage. euh, en ayant recours à leurs services. C'est des visites qui durent environ 1h30 à 2 heures. Les autres activités au programme, c'est par exemple la visite de sites ou de lieux historiques, comme par exemple la forteresse de Louisbourg, le site historique national d'Alexander Graham Bell, ou des sites d'intérêt comme bien sûr Peggy's Cove, la fameuse piste Cabot, qu'on appelle communément Cabot Trail, la visite de Anne, la maison au pignon vert, le pays de la Sanguine, le parc provincial de Rocks au Nouveau-Brunswick et le village historique acadien. Dans ce forfait est également inclus le service d'un guide accompagnateur à partir du départ jusqu'à la fin du programme. Je résumerai les points forts de ce voyage en 4 mots: bouffe, paysage, histoire et culture. Bouffe, c'est sûr que si vous êtes amateur de fruits de mer et de poissons, c'est la destination rêvée pour vous, mais ne vous inquiétez pas si vous avez des allergies ou si vous n'aimez pas poissons et crustacés. Il y a toujours des alternatives très intéressantes et très bonnes qui vous sont proposées dans les différents restaurants ou hôtels. Paysage, ben, on est dans une région où la mer n'est jamais très loin, donc paysage de côte, vallées, rochers, côtes escarpées, la route des phares également, hein. Euh, Plusieurs phares parsèment ce parcours parce qu'évidemment, dès le début du 19e siècle, le commerce entre l'Europe et le Canada croissait rapidement et ça multipliait les naufrages en mer. Donc, il fallait construire ces fameux phares là, qu'on voit un peu partout dans les provinces maritimes, mais particulièrement aussi en Nouvelle-Écosse. L'histoire des Acadiens, entre autres, hein, toute cette partie du Canada là, où a commencé l'histoire acadienne et qui a été donc bien conservée dans plusieurs sites qui seront sur notre parcours. Et bien sûr, la culture, hein, la culture française des premières colonies, la culture acadienne et donc autant d'attraits et d'intérêts sur le programme. Notre première journée, nous dirigerons vers Fredericton. Fait
toujours les journées de départ et les journées de retour, c'est des journées où il y a plus de routes à faire. C'est un mal nécessaire, bien sûr, pour se rendre à destination, mais on va quand même agrémenter ces journées où il y a plus de transport par des arrêts qui permettent de profiter aussi de la destination et des paysages en route. Souvent, lorsqu'on quitte vers Fredericton, on va manger dans la région de Rivière-du-Loup et après ça, on va passer par la route du Témiscouata, où est-ce qu'on longe, entre autres, ce magnifique lac qui est le deuxième lac en importance sur la rive sud du Saint-Laurent, après le lac Memphremagog, donc une très belle vue sur ces paysages. Et par la suite, on rejoint aussi la rivière Saint-Jean qu'on va rejoindre là, jusqu'à Fredericton. Qui est aussi une très belle vallée. C'est un grand fleuve, le fleuve Saint-Jean. Et ici, d'ailleurs, on voit un arrêt à la gorge du Grand Sault, un petit peu au sud d'Edmundston, où est-ce une importante chute plonge dans une gorge profonde et offre ces paysages d'intérêt, en tout cas qui méritent un arrêt pour couper la route, mais aussi pour profiter du décor. Nous sommes au Nouveau-Brunswick. Notre première nuit se passe dans cette province maritime, première province maritime, la plus grande en fait. La seule également province officiellement bilingue dans tout le Canada. Hein, on sait que le tiers de la population est francophone justement en raison de la présence des Acadiens. Et nous dormons donc à Fredericton. On voit ici entre autres son phare, un de ses phares, le phare sur les verts. Duquel, sur la terrasse en haut d'observation, nous avons une très belle vue sur ce fameux fleuve Saint-Jean. Au lendemain de notre première nuit, nous commencerons notre journée par une visite guidée avec guide local, une visite d'environ 1h30 qui va nous présenter les principaux points d'intérêt de la capitale du Nouveau-Brunswick, capitale depuis 1785, même si elle avait été fondée bien avant par les Acadiens et incendiée par les Britanniques lors de la grande déportation de 1755. Lors de notre tour de ville, on va voir bien sûr les principaux attraits, dont l'hôtel de ville que l'on voit sur la photo, construite à la fin des années 1800, mais également donc ses parcs, son marché fermier, son pont piétonnier, le quartier de la garnison avec des boutiques, galeries d'art, une ville d'intérêt où est-ce qu'il sera fort agréable de faire une visite approfondie. Après notre visite de Fredericton, nous allons quitter pour rejoindre en fin de journée la ville d'Halifax. Donc, en route, on va manger dans la région de Moncton et nous devrions arriver à Halifax, donc la capitale de la province de la Nouvelle-Écosse, la plus grande municipalité aussi de l'Est du Canada, en fin de journée où nous aurons un peu de temps libre. Notre hôtel est tout près de ce quartier très animé qui regroupe non seulement le Historic Properties District, qui sont ces anciens entrepôts réaménagés avec ces petites rues étroites, un des quartiers les plus sympathiques avec cette grande promenade de bois qui longe la mer et dans lesquels on retrouve évidemment plusieurs boutiques, petits pubs, restaurants fort sympathiques. Halifax est une ville qui a beaucoup à offrir. C'est un port d'escale des grandes croisières qui font la côte est américaine très important. C'est aussi un des ports pour la pêche les plus importants même au monde. Halifax a aussi une histoire reliée au Titanic. Hein, c'est de là que sont partis des navires qui ont été malheureusement repêchés, les victimes de la terrible tragédie de 1912. Et d'ailleurs, il y a encore des sites dont les cimetières qui témoignent de cette relation de la ville d'Halifax avec l'histoire du Titanic. C'est le lendemain de notre arrivée que nous aurons la visite guidée avec les guides local, une visite encore une fois de 2 heures où est-ce que nous verrons les deux emblèmes, les deux sites les plus emblématiques de la ville, tous les deux situés sur une colline qui surplombe le centre-ville. Donc, on a la tour de l'horloge à gauche, un des symboles évidemment le plus reconnaissable de la ville, ainsi que la citadelle d'Halifax, cette citadelle qui, de par sa valeur stratégique, sa position, a été reconstruite 3 fois durant son histoire, même si elle n'a jamais subi d'attaque. C'est maintenant un lieu national, un lieu historique national qui présente bien sûr la vie à l'époque du régiment là, des Highlanders et la vie de garnison de cette époque-là. Donc, deux sites super intéressants et qui dominent la ville.
On dîne à Halifax souvent un délicieux lobster roll ou des pâtes pour ceux qui préfèrent. Et en après-midi, on va se diriger vers cette célèbre route des phares qui va nous amener jusqu'au magnifique petit village de Peggy's Cove, très certainement le plus photographié au Canada, grâce à ses petites maisons et hangars construits sur pilotis. On ne vous manquera pas de vous donner du temps libre pour profiter de ce site enchanteur et pour aller aussi manger un petit pain d'épices au fameux restaurant Sue Wester, qui est comme un peu un must dans cette région-là. Donc, la ville de Peggy's Cove est connue bien sûr aussi pour son phare, son célèbre phare, qui a été construit en 1915 et qui, jusqu'en 2009 avait au premier étage un bureau de poste. C'était le seul bureau de poste construit dans un phare en Amérique du Nord. Maintenant, il est fermé, mais c'est quand même un site qui jouit d'une très belle popularité à cause de la vue sur la mer, ces fameux rochers. On a souvent l'occasion d'observer à partir de la rive une faune marine qui est présente, que ce soit des phoques, parfois même des baleines à bosse, et aussi une faune aviaire comme les fameux petits macaremoines, là, ces petits pingouins avec le bec orange qui sont présents sur le site à certaines saisons. Au jour 4, nous quittons Halifax pour nous diriger vers la fameuse île du Cap-Breton, très certainement un des secteurs de la Nouvelle-Écosse aux attraits multiples et fort intéressants. On atteint cette île en traversant le détroit de Canso, que l'on franchit sur une digue, là, sur une chaussée qui a été aménagée, qui fait à peu près 1 kilomètre de long. Et on mange tout de suite en arrivant à Port Hawkesbury, donc le premier village de l'autre côté de la chaussée. Et par la suite, on va se diriger vers la forteresse de Louisbourg. D'ailleurs, ce phare-là, qui est un des 160 phares que compte la province de la Nouvelle-Écosse, c'est assez impressionnant, hein? Mais étant donné ces nombreux kilomètres de littoral, c'est pas étonnant qu'il y ait autant de phares qui a été aménagés, hein, toujours au début des années 1800. Ce phare-là, ici, que l'on voit sur la photo, a été construit en 1923. C'est le troisième sur le site et il est situé sur le site du premier phare construit au Canada dans les années 1700. Il a été, lui, érigé pour aider la navigation vers la forteresse de Louisbourg. On voit ici la forteresse, le site de la forteresse de Louisbourg. En fait, il faut comprendre, pour se mettre dans le contexte, que l'île du Cap-Breton s'appelait avant l'île Royale et a été une colonie française jusqu'en 1763, donc 50 ans après le traité d'Utrecht par lequel la France cédait l'Acadie à l'Angleterre. Donc, c'est dans ce contexte-là que la forteresse de Louisbourg a été construite en 1719 pour protéger bien sûr les intérêts de la France sur le territoire, mais aussi pour servir de centre d'opération pour l'industrie saisonnière de la morue, qui était une des raisons principales pour lesquelles les Français étaient installés dans le secteur. La forteresse que l'on voit aujourd'hui, bien sûr, c'est une reconstruction partielle de celle qui était établie à l'origine. Et la forteresse a été définitivement prise par les Britanniques en 1758, puis détruite 2 ans plus tard. Donc, celle que l'on voit ici, qui est un lieu historique national géré par Parc Canada, a été restaurée dans les années 60 et on y retrace donc la vie, encore une fois, de l'époque. La journée suivante, notre journée 5, c'est vraiment une journée importante car c'est la journée où on va faire un des sites mythiques de tout le programme, même et particulièrement de la Nouvelle-Écosse. C'est cette fameuse piste Cabot ou Cabot Trail. Mais avant de s'y rendre, nous allons nous arrêter au lieu historique national d'Alexander Graham Bell qui retrace un peu l'histoire et l'ingéniosité de ce personnage. Hein. C'est un monsieur qui était né en Écosse, qui est mort au Canada. Sa tombe est d'ailleurs dans le cimetière de Baddeck ici. Et sur sa tombe, il est écrit mort citoyen des États-Unis à sa demande parce qu'il avait vécu aussi aux États-Unis. Donc, on en apprend davantage sur sa vie et sur son histoire dans ce lieu historique. Sa mère et sa femme étaient sourdes, hein, Monsieur Bell, donc c'est ça qui l'a conduit à apprendre à parler aux sourds, en plus d'avoir été professeur de diction à Boston. Et c'est un peu les inventions, les appareils qu'il a inventés pour les sourds qui ont été les ancêtres du téléphone. Donc, une visite qui nous en apprendra davantage sur l'histoire parfois controversée de Monsieur Bell.
Et donc, après un bon dîner que nous prendrons au départ de notre piste Cabot, nous allons faire cette route mythique, une boucle de 300 km que l'on va emprunter dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles du monde. La piste Cabot doit son nom à John Cabot, l'explorateur italien qui venait de la région de Venise, au service de l'Angleterre, qui a découvert le Canada Atlantique en 1497. C'est une magnifique route légendaire qui se fait donc de façon très sécuritaire. Il y a de nombreux belvédères qui permettent de faire des arrêts durant le parcours pour prendre des photos. Et pour ne pas gâcher votre plaisir, je vous présente une petite vidéo qui présente en 2 minutes les multiples attraits et la beauté de ce paysage et de cette route mythique. Le jour 6, nous allons quitter Sydney tôt le matin pour aller prendre le traversier à partir de Caribou, qui est donc en Nouvelle-Écosse, mais de l'autre côté de l'île du Cap-Breton, et qui est le point d'embarquement vers l'île du Prince-Édouard. Cette traversée se fait à bord du ferry MV Confédération que vous voyez sur la photo. C'est une traversée qui dure 1h15 et on va prendre notre dîner à bord de ce traversier-là. Notre autobus embarque aussi avec nous, donc il nous suit là, pour la traversée. Donc, une fois arrivé du côté de l'île de Prince-Édouard, on fait une route d'environ 45 minutes pour se diriger vers Charlottetown où nous aurons un tour de ville. Alors, une fois arrivé à Charlottetown, notre guide local nous accueille pour un tour de ville d'une durée de 2 heures où, encore une fois, nous aurons l'occasion de voir les différents quartiers, les différentes maisons et édifices de Charlottetown. Beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, sont des maisons de l'époque victorienne, donc la fin des années 1800. Et en fait, Charlottetown est une ville qui est connue aussi pour cette fameuse conférence, la conférence de Charlottetown, qui s'est tenue en septembre 1864 et qui a été la première étape menant à la Confédération canadienne 3 ans après. Donc, le site que l'on voit ici, c'est ce lieu historique national de Province House où a eu lieu cette célèbre conférence. Notre visite se
se poursuit dans les différents quartiers, notamment la célèbre rue Great George, là, avec ses maisons colorées, là, un quartier fort agréable où déambuler, ainsi que son port. Hein, comme Halifax, c'est un port assez actif au niveau notamment des croisières. Hein, c'est souvent une escale sur la route que font les gros navires de croisière là, dans la tournée des maritimes et de la côte est américaine. Charlottetown doit son nom à la reine Charlotte, hein, qui était l'épouse du roi George III, alors que la province, elle, est nommée en l'honneur de leur fils, le prince Édouard, qui a été par la suite le futur père de la reine Victoria. Lorsque l'on parle de l'île du Prince-Édouard, on pense aux pommes de terre, bien sûr, mais on pense inévitablement à la fameuse série Anne, la maison au pignon vert. Cette histoire basée sur le roman de Lucy Maud Montgomery, qui est cette auteure canadienne née sur l'île du Prince-Édouard à Cavendish et qui a paru donc pour la première fois en 1908 et qui a été traduit donc depuis en plus de 12 langues avec des ventes de plus de 50 millions. C'est une histoire aussi qui a été traduite notamment en japonais. Les Japonais sont friands, fervents de cette histoire-là. Il y a beaucoup de Japonais qui viennent sur le site dans l'île du Prince-Édouard pour aller sur les traces de leur héroïne. Le livre de Madame Montgomery est une lecture obligatoire pour les Japonais qui prennent un cours de littérature étrangère. Donc, c'est vraiment une histoire qui a transcendé les frontières canadiennes et qui mérite vraiment d'être vue. Si vous voulez vous replonger dans la série de Anne, la maison au pignon vert, pourquoi ne pas écouter la série faite par Netflix qui est parue sur Arte TV et qui est encore disponible bien sûr sur Netflix. Une deuxième saison est d'ailleurs annoncée pour l'automne. Je vous en laisse apprécier quelques avant-premières, quelques images. C'est en anglais, mais bien sûr, vous avez la possibilité de l'écouter en français. One day, Princess Cordelia arrived at the most beautiful kingdom in the world. She knew not a soul and was worried no one would like her. We sent word to Mrs. Spencer to bring us a boy. You don't want me. There's no point in crying. There's been a mistake is all. Girls can do anything a boy can do, and more. Who are you? My name is Anne Shirley Cuthbert, and please be sure to spell Anne with an E. Gilbert! Why were you walking with that orphan girl? I won't eat next to dirty trash. What good a cheap eater was. We might be some good to her. I make up stories all the time. I could never do that. I don't think imagination's my strong suit. Really? I don't know what I'd do without mine. You're ridiculous. Diana, shall we swear to be best friends forever and ever? I solemnly swear to be faithful to my friend for as long as the sun and moon shall endure. You have such a way with words. Dreams don't often come true, do they? Fiddlesticks. Isn't it wonderful that every day can be an adventure? It's so easy to love Green Gables, isn't it? Après la visite de ce site mythique des Pignons Verts sur l'île du Prince-Édouard, nous nous dirigeons vers le Nouveau-Brunswick en empruntant une construction tout aussi mythique qu'est le pont de la Confédération, une des plus grandes réalisations techniques canadiennes encore du 20e siècle. C'était en effet en 1997 que le pont a ouvert, donc ça va faire 22 ans cette année, et il a remplacé à l'époque un service de traversier qui assurait la liaison depuis 1927.
C'est un pont qui fait presque 13 km de long avec une hauteur qui varie de 40 à 60 mètres. Et on dit que c'est le plus long pont au-dessus d'une étendue maritime qui est prise par les glaces en hiver. D'ailleurs, un poste de surveillance est constamment en opération pour aviser les automobilistes des conditions routières, conditions de visibilité, surtout l'hiver. Hein, souvent de la brume, ça peut être des chaussées difficiles. Bref, une agréable traversée sur cette construction dont on se souvient presque tous là, de sa construction. Une fois de retour au Nouveau-Brunswick, nous allons nous diriger cette fois-ci vers le pays de la Sagouine sur l'île Opus. Donc, cette histoire qui est l'œuvre de Madame Antonine Maillet, qui est encore, elle n'est pas décédée, romancière et dramaturge acadienne. Ses œuvres les plus connues sont bien sûr La Sagouine, mais aussi Pélagie-la-Charrette. Pour ce dernier pour lequel elle a reçu le prix Goncourt en 1979. C'était la première personnalité non européenne à recevoir ce prestigieux prix. Donc, la Sagouine a d'abord été présentée en pièce de théâtre en 1971 et a été interprétée depuis cette date par Madame Viola Légère, qui l'a personnifiée par la suite dans une série adaptée à la télé pour Radio-Canada. En fait, on dit que Mme Légère a personnifié le personnage de la Sagouine pendant 42 ans, jusqu'en 2013. Elle s'est retirée de la vie publique en 2017, malheureusement en raison d'un AVC, mais c'est très certainement son visage et ses intonations que l'on entend, que l'on voit lorsque l'on parle de la Sagouine. Et notre petit séjour de 3 heures dans son pays va nous permettre de revivre cette histoire. On a ce qu'on appelle un forfait party de cuisine acadien. Donc, c'est un repas buffet avec un verre de traditionnel bagos. On garde le verre en souvenir et l'occasion de visiter les bâtiments là, qui retracent l'histoire de ce personnage. On ne peut pas faire une tournée des Maritimes sans prévoir un souper de homard, bien sûr, et c'est ce soir que ça se passe. Nous sommes logés dans un bel hôtel du centre-ville de Moncton et c'est à l'hôtel que nous prendrons ce délicieux repas, un incontournable, encore une fois, d'une tournée dans les Maritimes. Et pour ceux qui ne veulent pas de homard, ben, il y aura moyen d'avoir la version steak, là, entrecôte ou autre, pour ce repas mémorable. Aujourd'hui, nous quittons Moncton pour se diriger vers Bathurst et nous allons faire un petit croche pour aller le long de la baie de Fundy, cette fameuse baie connue pour ses marées importantes hein, qui peuvent atteindre jusqu'à 16 mètres. En fait, la baie de Fundy, c'est un bras de mer qui sépare le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse qui fait 260 km de long, 80 km de large et c'est cette forme un peu conique à laquelle est attribuable ces fameuses marées. Donc, pour avoir accès au fond marin, il faut y aller 3 heures avant ou 3 heures après ces plus fortes marées. Et c'est ce que nous ferons, bien sûr, à notre journée 8 pour y passer donc une bonne heure et demie là, pour cette visite du parc national de Rock, où est-ce qu'on voit ces formations rocheuses en grès rouge, caractéristiques un peu de cette région, de même que des îles de la Madeleine, de la Côte-Nord, hein, si vous avez fait ces endroits-là. C'est des rochers auxquels on a donné des différents noms en fonction des formes que cela représente. Donc, un très, très beau site là, pour terminer cette tournée des Maritimes. Et après notre visite de Opal Rock, nous allons faire une autre visite qui est un incontournable dans cette région. C'est bien sûr le village historique acadien de Caraquette. C'est une reconstitution historique authentique qui, en fait, rappelle la vie des ancêtres acadiens de 1770 à 1949, donc après le grand dérangement, pour vraiment montrer l'ingéniosité et la résilience de ce peuple après leur terrible histoire là, qu'ils ont connue. Donc, c'est 40 bâtiments historiques qui sont habités et animés par des interprètes en costume d'époque. Chaque habitant a une histoire à raconter, un métier ou une coutume à faire revivre. Et donc, c'est une visite autonome que l'on fait dans ces différents bâtiments pour en apprendre davantage sur l'histoire des Acadiens.
Finalement, le jour 9, c'est la journée du retour. Donc, nous quittons Bathurst pour se diriger vers Québec et Montréal, en passant encore une fois par Rivière-du-Loup. Donc, nous devrions être de retour à Québec vers le souper et à Montréal un petit peu plus tard, là, selon notre heure de départ. Ceci termine cette présentation de notre programme Tournée des Maritimes. J'espère que cela vous a donné envie de découvrir cette région ou de la redécouvrir si vous l'avez faite à une autre époque. Merci de m'avoir suivi. J'espère vous compter des nôtres sur un prochain départ de Gros Voyage Québec. Au plaisir!